Zelensky, quand même, a été élu sur deux points, rétablir la paix dans le pays et puis faire stopper la corruption. Donc, on peut voir qu'il a grandement réussi. C'est vraiment un succès total. Bonjour à tous, bienvenue chers amis d'Omerta. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Jean-Michel Jacquemin-Raffestin avec moi, qui est l'auteur de Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, tome 3. Avant toute chose, j'aimerais vous rappeler la sortie de notre magazine Omerta Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe, qui est disponible en pré-vente dès maintenant sur notre site internet. Alors, monsieur Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord pour nos abonnés d'Omerta? Avec plaisir. Bonjour, tout d'abord. Merci de me recevoir. Bien, écoutez, ça fait 30 ans bientôt que j'écris sur les mensonges d'État. Je suis passionné par les mensonges d'État et aujourd'hui la crédulité des peuples quand même. J'ai commencé avec le nuage de Tchernobyl. J'ai fait éclater le scandale 10 ans après en France avec les terres qui étaient contaminées, surtout en Corse, dans le Mercantour également, avec l'augmentation et l'explosion de cancers de la thyroïde et d'autres cancers d'ailleurs dus au césium et donc qui avaient été ingérés par la nourriture et par la respiration. Voilà, ce qui m'a valu quelques petits problèmes quand même qui ont commencé par une voiture trafiquée 5 tonneaux, l'incendie de l'appartement et ensuite 8 coups de couteau d'une agression avec 8 coups de couteau. J'avais été prévenu pendant mes conférences que je dérangeais en haut lieu, voilà. Mais bon, j'avais déjà eu les deux premiers avertissements, mais bon, j'étais assez crédule. Je pensais qu'on était quand même en France, le pays des droits de l'homme. Et donc, bah non, il a fallu qu'on arrive au coup de couteau pour que je comprenne dans quel pays j'étais. Voilà. Ensuite, j'ai quitté la France et je suis venu m'installer ici à La Réunion. Et puis ensuite, je suis parti vivre 5 ans en Inde. Et je suis revenu parce que quand j'étais en Inde, il y a eu la catastrophe de Fukushima, même si je ne voulais pas m'en occuper. Mais mes guides là-haut m'ont vite rappelé sur le sujet. Et donc je me suis remis à l'écriture, à enquêter avec ce qui s'était passé au Japon et j'ai pu m'apercevoir que c'était les mêmes erreurs politiques qu'il y avait eu pour Tchernobyl, c'est-à-dire ne pas paniquer la population, faire les mêmes erreurs. Donc, ils ont déplacé de 5 kilomètres, de 10 kilomètres, de 30 kilomètres ensuite la zone interdite. Les erreurs ont été les mêmes et surtout, ils n'ont pas tenu compte des résultats de Tchernobyl, c'est-à-dire ils se sont retrouvés avec des enfants malades, avec des cataractes, ils ne comprenaient pas, alors que le professeur Yuri Bandazievski au Bélarus avait justement expliqué les dégâts du césium sur le corps humain, entre autres les cataractes. Enfin voilà, donc j'ai donc eu un livre Fukushima, Tremblement et stupeur, avec l'autorisation d'Amélie Nothomb, puisque j'ai repris le titre de son roman à l'envers, et donc qui est paru en 2021 pour les 10 ans de Fukushima. Et puis ensuite, en 2022, j'ai le premier tome, Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, publié, préfacé par mon ami Martine Vonner, qui s'était battu à l'Assemblée nationale pour expliquer aux gens les possibles dangers de, on va pas dire vaccin, mais de cette injection, puisqu'elle était expérimentale. Voilà. Ensuite, il y a eu un tome 2 qui n'était pas prévu, mais c'est venu comme ça avec les résultats américains, puisqu'aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, on avait des informations que nous n'avions pas dans notre pays, en France. Voilà, ces deux tomes sont d'ailleurs écrits grâce aux informations d'organismes d'État, du CDC, de NIH,
l'Institut John Hopkins, l'OMS anglais, etc. Et puis les ministères de santé israéliens, canadiens, indiens. Donc, c'était difficile après ça de me traiter de complotiste puisque je prenais mes informations au pouvoir. Voilà. Et puis, ben, je ne pensais pas qu'il y aurait eu un tome 3 parce que je voulais absolument écrire sur cette guerre que les États-Unis font à la Russie. Et puis, au fur et à mesure où je rentrais dans mes documents, mais je me suis aperçu que si, c'était la suite parce que on retrouvait les mêmes individus, les mêmes organismes derrière cette opération. Voilà, et donc c'est devenu un tome 3. Et comme le premier était bleu, le deuxième était blanc, la couleur du troisième tome me paraissait évidente. Moi, ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est la phrase sur votre couverture: Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Ce qui m'a fait penser à Claire Séverac avec son Tout à ouvrage fait. La guerre secrète contre les peuples. Donc cette fois-ci, vous êtes... Je dois dire que c'était les deux premiers, c'était en hommage à Claire, que j'avais rencontrée chez mon amie Sylvie Simon, qui elle écrivait sur les vaccins à l'époque. Et Claire avait écrit Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Et j'ai rajouté très bien, parce que oui, effectivement, ils savent très bien ce qu'ils font. Alors cette fois-ci, vous vous intéressez donc à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi avec les États-Unis, on va le voir. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler, j'ai vu dans votre livre un chapitre sur le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que c'était le résultat d'une violation des accords de Minsk. Et pourquoi, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les populations russes sont allées s'installer dans le Donbass? Alors, d'abord, les populations russes sont allées s'installer en Donbass il y a très longtemps. Il faut savoir que la Crimée est russe depuis 1783, 6 ans avant que les Français fassent leur révolution. Elle était sortie du territoire ottoman depuis cette époque-là, c'est-à-dire à l'époque de la Grande Catherine. Déjà, pour commencer, la Crimée est devenue ukrainienne un soir de beuverie du président Nikita Khrouchtchev, qui lui était d'origine ukrainienne, et il a donné ça. Voilà. Et donc, toute la partie du Donbass, c'est pareil, et c'est russophone. Les gens parlaient russe. Voilà. Cette guerre, oui, elle a commencé en 2014. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien directeur de l'OTAN, Stoltenberg, qui a déclaré le 3 mai 2023 et qui l'a répété en septembre, le 15 septembre, je crois, 2023, que la guerre avait commencé en 2014. Donc, implicitement, il reconnaissait que ce ne sont pas les Russes qui ont déclaré la guerre, mais que ce sont bien les Américains. Je rappellerai le dernier roi de Bavière qui avait déclaré l'agresseur est celui qui oblige l'adversaire à prendre les armes. Et c'est bien ce qui s'est passé. Vous dites également que c'est une guerre voulue et prévue depuis très longtemps. Vous évoquez notamment le plan Oui, Barry-Posen. Et vous parlez voilà. également de Soros, qui dès 1993 parlait déjà d'une guerre qui s'abattrait sur la Russie car elle était, je cite, le dernier État nationaliste qui repose sur une fondation chrétienne orthodoxe avec l'identité russe en son cœur. Est-ce que vous pouvez... Exactement. Alors, Soros allait plus loin puisqu'il disait ce seront les peuples de l'Est qui serviront de chair à canon, car je ne pense pas que les peuples de l'Ouest seront OK pour aller faire la guerre. Voilà. Oui, effectivement, non seulement je le dis, mais je le prouve avec les documents. Effectivement, il y a le rapport de Barreros-Posen. Il y a également, qui est de novembre 94, il y a également le rapport de la Corp, qui lui est de 93. Donc oui, c'est prévu depuis très longtemps et c'est prévu dans les moindres détails, puisque si ceux qui nous écoutent veulent télécharger ces rapports qui sont sur Internet, ils verront que l'anéantissement total de l'armée ukrainienne était également prévu. Donc, c'est vraiment prévu dans les moindres détails et ça fait longtemps quand même que les Américains sont en Ukraine. On nous bassine avec l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. On ferait mieux de nous parler de l'entrée de l'OTAN en Ukraine. Ça fait plus de 20 ans que l'OTAN est rentrée en Ukraine,
que des militaires britanniques ou américains sont en Ukraine. Oui, alors que vous parlez également de la crise des missiles de Cuba, on voit que les États-Unis n'ont pas la même tolérance que devraient avoir les Russes. Oui, tout à fait. Mais au début de mes interviews pour ce livre, j'expliquais aux gens parce que finalement, en France, les gens sont très mal informés. C'est normal. Nous, on n'a pas des journalistes, on a plutôt des collabos. Donc, c'est difficile d'informer correctement. Mais j'expliquais, imaginez que Poutine fasse une révolution au Mexique, qu'il impose, qu'il fasse élire un président mexicain, mais qui tient à la botte de la Russie, qu'il nomme une Russe en lui donnant la nationalité mexicaine, ministre des Finances, pareil pour la santé, et puis qu'il crée 12 bases militaires à la frontière mexico-américaine. Et pensez-vous que les Américains laisseraient faire? Si en plus on rajoute des laboratoires biolab, une bonne douzaine de laboratoires biolab également au Mexique, je pense pas que les Américains laisseraient faire. Donc c'est exactement ce que les Américains ont fait en Ukraine et ce, depuis, ça a commencé sous l'ère Clinton, puisque auparavant, ils avaient annoncé que l'OTAN ne se déplacerait pas d'un pouce vers l'Est. Et même si pour certains journalistes français, de France Inter, entre autres, il n'y a pas de documents, c'était juste des paroles en l'air. Non, c'est faux, il y a des documents, j'ai mis dans le livre, donc les gens peuvent vérifier. Il y a eu des engagements américains qui ont été pris par le secrétaire d'État de l'époque. Et bon, ça n'a pas été respecté à partir de 94, puisque c'est sous Clinton que l'OTAN a commencé à se déplacer vers l'Est avec d'autres pays pour arriver aujourd'hui à encercler complètement la Russie. Alors justement, oui, vous dites que à la base, l'OTAN ne devait pas s'étendre au-delà de l'Elbe. Oui, c'est ce qui était prévu, c'est ce qui avait été annoncé. C'était le deal pour la réunification de l'Allemagne. Voilà. La Russie accordait la réunification de l'Allemagne à condition que l'OTAN ne se déplace pas, ne se rapproche pas de la Russie. Alors on voit malgré tout effectivement que presque tous les pays autour de la Russie ont adhéré à l'OTAN. Vous parlez également, l'Ukraine reste le dernier pays qui est entre les deux. Vous parlez également des révolutions colorées et de l'Euromaïdan. Oui. Vous parlez également des implications de la CIA dans ces mouvements de révolution colorée et d'un enregistrement très intéressant de Victoria Nuland qui montre que les Américains ont, on peut le dire, formé le nouveau gouvernement ukrainien après la révolution orange. Bien sûr. Alors, si on veut être plus précis, la première révolution colorée, qui n'était pas colorée à l'époque, c'est la révolution qui a été organisée par le MI6 et la CIA à Paris en mai 68. Je vous rappelle que le général de Gaulle voulait sortir de l'OTAN, avait renvoyé les Américains chez eux en 66, qu'en 60, il avait créé le nouveau franc et que le nouveau franc marchait très bien et prenait le pas sur le dollar. Et là, vraiment, pour les Américains, c'était pas supportable. D'ailleurs, le New York Times avait titré De Gaulle va faire sauter Fort Knox. Donc, il fallait vraiment qu'il se débarrasse du général de Gaulle. Donc, ils ont commencé les étudiants. C'est toujours comme ça que ces révolutions orange aujourd'hui, puisqu'on les appelle orange, ont commencé. Mais la toute première, elle était de 68 et c'était pour faire sauter le général de Gaulle. Bon, ensuite, il y a la révolution des roses en Géorgie et puis donc cette révolution orange en Ukraine qui a eu lieu en 2004, 10 ans avant le Maïdan. Et l'opération du Maïdan, effectivement, ça a été organisé. Victoria Nuland avait bien en main, l'affaire en main. Elle a bien travaillé pour ça. Elle n'était pas toute seule d'ailleurs, hein, puisqu'on a quand même un certain Raphaël Glucksmann qui est arrivé en 2013 en Ukraine, après la chute de Mikhail Saakashvili en Géorgie, et qui, avec sa femme, a bien œuvré pour préparer l'opération du Maïdan. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de cet enregistrement de Victoria Nuland? C'est Victoria Nuland qui a préparé
le nouveau gouvernement, parce que les Allemands voulaient mettre Klygenko, qui était un champion de boxe, qui aujourd'hui est le maire, je crois, de Kiev, comme président. Elle n'était pas du tout d'accord. Et donc, elle avait choisi de garder le Premier ministre Yatsenyuk. Et puis, elle a formé le gouvernement. Et dans cet enregistrement, justement, où elle parle avec le secrétaire américain, elle sort le fameux Fuck the UE, voilà, qui a tant fait parler d'elle par la suite. Mais bon, on est habitué à ce genre de propos des Américains envers les Européens, de toute façon. Il y a aussi un chapitre très intéressant sur le fait que l'Ukraine a obtenu la première place de la nation la plus pauvre de la zone européenne avec un PIB par habitant, je crois, de 5 660 $. Oui, quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Et c'est le pays le plus, depuis, c'est le pays le plus pauvre d'Europe, alors qu'ils ont des terres extrêmement riches, aussi bien pour les cultures qu'en minéraux. Je vais vous parler que Zelensky, quand même, a été élu sur 2 points, rétablir la paix dans le pays et puis faire stopper la corruption. Donc on peut voir qu'il a grandement réussi. C'est vraiment un succès total. Justement, sur Zelensky, on lit des choses qu'on ne voit, j'allais dire pas souvent, mais même jamais dans les médias mainstream. Vous parlez de la fortune de Zelensky et également de sa femme, qui apparemment a une fondation. Et une fondation sous couvert, comme souvent humanitaire, a été accusée de faire du transfert d'orphelins ukrainiens vers l'Europe. Avec, Tout à vous allez nous en parler plus en détail parce que ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et alors, d'autant plus que sur la fortune de Zelensky, figurez-vous que nous avons un journaliste français qui s'est réveillé, c'est David Pujadas, qui a quand même eu le courage, dans un de ses journaux télévisés, de nous parler de la fortune de Zelensky. Je ne sais pas ce qui est arrivé ce jour-là, mais donc les Français ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas informés. Entre parenthèses, connaissez-vous le salaire du président Zelensky? Pas du tout, Alors, il a un salaire de 28 000 hryvnias, ce qui fait à peu près 664 $. d'accord. Donc, moi, je suis en retraite, je gagne beaucoup plus que 664 $, mais je n'aurai jamais les moyens de m'offrir 2 appartements à Londres et de racheter le manoir Highgrove du roi Charles. Je n'aurai jamais les moyens d'avoir une villa 35 millions de dollars à Miami. Encore moins les moyens, et c'est dommage parce que j'aime beaucoup la Toscane, de racheter les vignobles du chanteur Sting pour 75 millions de dollars, ni 2 yachts qu'il a mis au nom de ses amis, un de 75 millions de dollars, un de 45 millions, dont un est d'ailleurs ancré à Antibes. Enfin bon, on n'arrête pas. Donc je ne sais pas comment, qu'avec un petit salaire comme ça, il a pu s'offrir tout ça, tous ces biens qu'il n'avait pas avant d'être président, bien sûr. Alors oui, c'est vrai, c'était un guignol, c'était un comédien, et il avait des parts dans une société de production de films, mais quand même, de là à avoir tout ça, bon, je précise que M. Pujadas a quand même osé dire qu'il avait détourné 400 millions, ce qui est quand même une bonne chose. C'est la première fois qu'on entendait ça en France. On pourrait peut-être expliquer comment M. Zelensky, que personne ne connaissait, s'est retrouvé président, Oui, si vous permettez. oui, oui, oui. Parce que en 2012, il a tourné un film dans lequel il représentait Napoléon qui allait conquérir la Russie. Et c'est dans ce film que les Américains l'ont vu et ils se sont dit, c'est l'homme qu'il nous faut. Voilà. Donc le film a été très vite retiré et les scénaristes d'Hollywood ont commencé à plancher sur une série où un simple citoyen ukrainien pourrait devenir président. Et donc, c'est devenu une série où il était professeur de philosophie, de français, et où il devient président. Et alors, ce qui est tout à fait curieux, c'est il y a eu 3 saisons, et la dernière saison, le dernier épisode, a été diffusé 4 jours
avant l'élection présidentielle de 2019. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la campagne, il n'a rien fait en direct. Tous les propos de sa campagne présidentielle, c'est ce qu'il prenait dans le feuilleton. Et il n'y avait eu aucune interview en direct. Tout était enregistré de manière à pouvoir corriger s'il y avait une erreur. Donc, c'est vraiment un pantin des États-Unis. Voilà, qui savaient très bien qu'ils allaient mettre en place. Est-ce qu'on pourrait parler également de sa femme qui, comme on l'a dit tout à l'heure, Alors, a une avec grand fondation? plaisir. Parce qu'on ne Avec connaît pas grand trop, plaisir on connaît dans le pas trop sa femme. Oui, disons qu'elle a eu, pendant quelques mois, elle a eu un rôle de plante verte, et puis elle a très vite compris le système, dirons-nous, voilà. Donc, elle a créé une association pour sauver les pauvres enfants orphelins. Il faut savoir que 10% de la prostitution enfantine dans le monde provient d'Ukraine. J'ai mis dans le livre les coordonnées d'un reportage fait par un réalisateur polonais qui a enquêté sur les orphelinats en Ukraine et qui explique que des gamins de 5-7 ans sont envoyés dans des bordels en Allemagne et quand ils ont travaillé 3-4 ans, finalement on les tue pour les organes et vendre les organes sur le net. Il faut quand même savoir que c'est ça aujourd'hui l'Ukraine. Ils font pareil avec les soldats. Les soldats tués à la guerre, les organes sont. Vous avez des organismes sur le lac d'Arc où vous pouvez acheter des foies, des poumons. C'est livré en 24 heures. Enfin, c'est très bien organisé. Donc, il y a tous les renseignements et c'est proprement scandaleux. Pour en revenir à Olona Zelenska, donc, elle a créé cette fondation et il y a plus d'un an et demi maintenant, c'est-à-dire que l'information est parue en 2023, en novembre 2023. Et vous voyez, ça fait donc oui, un an et demi et personne ne bouge. Donc il y a un chauffeur de cette fondation qui a démissionné parce qu'il a compris ce qu'il faisait. Il a démissionné et il a fait une interview en donnant tous les documents, les photos des enfants, le parcours du trajet qu'il faisait pour livrer les enfants à Paris, à Londres et en Allemagne. Et il s'est aperçu qu'il livrait des enfants chez les pédophiles. Voilà. Il a même nommé un homme chez qui il a livré un enfant à Paris. Donc, je n'ai pas mis le nom parce que mon éditeur m'a dit qu'il fallait pas mettre le nom de cette personne. Mais de toute façon, les deux pages qui précèdent, on peut deviner très facilement. Mais il y a le lien. Donc, avec le lien de l'article, vous allez voir quel est ce personnage très connu parisien qui s'était fait livrer un enfant ukrainien. Et alors, je mettais dans le livre que naturellement, j'étais persuadé que la justice et la police allaient enquêter. Bon, on peut voir que depuis 18 mois que c'est sur le net, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Euh, donc, voilà ce que fait cette fondation. Je voudrais préciser que l'information, je l'ai eue aussi par le FBI en Allemagne. D'accord. Donc, le FBI est très bien informé de ce qui se passe. Euh, Puisqu'on est sur Olona, il faudrait quand même préciser que cette charmante première dame ukrainienne, pendant que son peuple se fait tuer, manque de tout, de produits alimentaires, etc., Madame fait ses courses à New C'est York chez quartier, Cartier exactement. et elle est tellement aimable et gracieuse avec les vendeuses que 1 200 000 $ de bijoux, les factures se sont retrouvées sur Internet. Mm. Voilà. Elle avait fait pareil à Davos d'ailleurs, où en janvier 23, elle avait dépensé énormément d'argent pendant ces quelques jours à Davos, pendant les réunions du VEF. Voilà. Et donc, voilà comment vit cette femme. Donc ça aussi, c'est pas avec le salaire de son mari, Oui. elle s'est payée. Vous parlez donc également de l'Ukraine, qui est devenue l'un des principaux fournisseurs d'organes dans le monde.
sur les enfants ou sur les soldats tués au front. Et vous Voilà. parlez également d'un... J'ai vu aussi une partie sur les bouchers de Kharkov Oui. qui parle des techniques de certains Ukrainiens pendant la guerre avec les Russes sur le front. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors je dirais pas de certains Ukrainiens, je dirais des milices nazies. Exactement. C'est- voilà, hein, précisons les milices nazies. Oui, alors ils ont déclaré qu'ils préféraient torturer et amputer les soldats russes plutôt que de les tuer. Parce que s'il les tuait, bon, bah, c'était fini pour la Russie, alors que s'il les amputait et tout, eh ben, finalement, ils seraient à charge de la Russie toute leur vie, qui devraient s'en occuper et payer pour eux. Donc, ce sont des vraies boucheries qui ont eu lieu. C'est d'où cet article d'un journal sur les bouchers de Kharkov. Je crois que c'est The Times d'ailleurs qui a parlé des bouchers, ils surnomment ça les bouchers du front ukrainien. Oui. Oui, mais vous savez, on a énormément d'informations avec les journaux anglais, les journaux américains, l'Allemagne. Par rapport à ce que l'on peut trouver en France, chez nous. En France, vous diriez que les médias sont ceux qui informent le moins bien? Ah oui, 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 les mainstream, oui, oui, ça, ils informent, ils n'informent pas du tout. Ils désinforment. De toute façon, en France, on n'a pas des journalistes, on a ou des collabos ou des influenceurs. Sur tous ceux qui m'interviewent. Alors là, oui, effectivement, ceux-là, ce sont des journalistes, ils cherchent la vérité et on peut les saluer d'André Berkoff à Mike Borowski, voilà, Polo Charbel, voilà, tous ces gens-là qui travaillent pour faire connaître la vérité. Mais, Mais ils sont mais rares. c'est, mais, même un certain Pascal Pro qui veut faire croire qu'il dit la vérité, non, pas du tout. Je crois que de toute façon, quand on dîne à l'Élysée, c'est difficile d'être neutre. Voilà, vous me verrez jamais invité sur ces news, hein, c'est pas possible. Vous parlez également dans votre livre du journaliste Gonzalo Lira, Oui. qui est mort. On parle souvent de Navalny, mais vous parlez également de Gonzalo Lira. Est-ce qu'on peut parler de ce chapitre? Oui, bien sûr. Ben oui, parce que on reviendra sur Navalny après, parce qu'on nous a fait tout un cirque sur la mort de Navalny, mais on ne parle pas des autres journalistes, et donc entre autres cet homme dont vous parlez, qui était marié avec une Ukrainienne, a été torturé par les milices ukrainiennes, et emprisonné, torturé. Il est mort les journaux, les journaux français qui ont fait tout un foin pour Navalny n'ont absolument pas parlé de lui, mais il y en a d'autres. Il y a la fille d'un diplomate russe, je n'ai plus le nom là, parce qu'il y a quand même beaucoup de noms à retenir dans ce livre, qui a été assassiné dans une explosion de voiture pour son père. Ça devait être pour son père, mais c'était le qui a pris la voiture. Il y a ce journaliste égyptien aussi, celui qui a enquêté sur... On les a oubliés tout à l'heure quand on parlait des biens de Monsieur Zelensky. Ce journaliste égyptien qui a enquêté sur l'achat d'une villa en Égypte pour les beaux-parents de Zelensky, qui a été retrouvé, qui déjà a eu des menaces, qui a été retrouvé assassiné, torturé, assassinés et pour lesquels les policiers égyptiens enquêtent sur la filière ukrainienne. Donc des journalistes tués par le régime, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors on va peut-être revenir sur Navalny parce que c'est quand même tout à fait extraordinaire, l'affaire Navalny. Je rappelle que des journaux comme Libération, qui 18 mois après ne savent toujours pas qui a fait sauter le gazoduc Nord Stream, se permettaient le lendemain de la mort de Navalny de titrer que c'était Poutine qui avait fait tuer Navalny. On a même, comment il s'appelle, Olivier, un journaliste là. Je n'ai plus son nom, qui a titré dès le lendemain, le mini-tsar de Russie devait vraiment avoir peur. Olivier devait vraiment avoir peur pour avoir fait tuer Navalny. Je l'ai mis en tête du chapitre sur Navalny. Je ne sais plus son nom. En tous les cas,
ce journaliste est un mec de la CIA puisqu'il est né aux États-Unis de toute façon. C'est en titre du chapitre Navalny. Fogg, Franz-Olivier Gisberg, voilà. Exactement. C'est Franz-Olivier Gisberg voilà, qui a écrit ça. Donc tout le monde s'est rué, tous les politiques français se sont rués pour bénir Navalny, hein, de Glucksmann, bien sûr, en passant par Zemmour, Marine Le Pen, enfin tous, vraiment, ils y ont été de leurs petits mots. Alors que, on pourrait peut-être dire qui était Navalny quand même, en dehors du fait où il était aussi un agent de la CIA qui avait mal fait son travail. Navalny, plus personne ne s'occupait de Navalny. Il était en prison pour un bon nombre d'années. C'est quelqu'un qui avait détourné beaucoup de fonds, entre autres, euh, chez, euh, chez un cosmétique français. Il traitait les musulmans de cafards, de mouches, de cafards qu'il faudrait écraser. Les homosexuels de sales pédés à enfermer, ce qui manque pas d'humour d'ailleurs quand on voit les membres du gouvernement français de l'époque qui pleuraient sur la mort de Navalny. Euh, enfin bon, il ne dégênait absolument pas Poutine. Au contraire, sa mort quelques jours, quelques semaines avant l'élection présidentielle n'arrangeait absolument pas Poutine. Donc vraiment, c'est... Et puis alors bon, bah, quand on regarde les documents par la suite, puisque c'est même des Ukrainiens qui ont reconnu la vérité en disant non, qu'il était mort tout simplement d'un arrêt cardiaque, ben, il faut se rappeler que Navalny, il avait été se faire soigner en Allemagne en 2021-2022, 2022, et qu'à l'époque, ben, fallait recevoir une certaine injection pour pouvoir prendre Aller en l'avion. face. Voilà. Ouais. Voilà, donc il a eu c'est une dose, deux doses ou trois doses d'une certaine injection. Et puis bon, bah, ce jour-là, il est parti faire une promenade et c'est au retour de la promenade qu'il a eu ce problème cardiaque. Et je le mets dans le livre, sa mère et son avocat disent qu'il l'avait vu 15 jours plus tôt et qu'il était en pleine forme. Mais oui, bien sûr, comme toutes les mamans françaises, et ailleurs dans le monde, qui voient leur jeune garçon de 17-18 ans en pleine forme partir jouer au football, et puis qu'une heure après reçoivent un appel téléphonique pour leur indiquer que leur fils est décédé de l'arrêt cardiaque en jouant au foot. Voilà, ça c'est les résultats de l'injection expérimentale que l'on nous a imposée il y a 4 ans. Donc, il a eu tout à fait une mort. Et ça a été dit également à l'Élysée, puisque j'ai mis le document et j'ai mis en ukrainien le document ukrainien pour bien prouver que ce ne sont pas les Russes qui le disent, mais que ce sont les Ukrainiens qui reconnaissent que malheureusement, ça les arrange pas, mais malheureusement, oui, il est mort d'un arrêt cardiaque. Vous parlez également des biolabs en Ukraine. C'est une chose Les biolabs. dont on ne parle absolument pas en France et qui est vue comme complotiste, comme souvent. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, on a nouveau complotiste qui en parle beaucoup actuellement. C'est c'est Monsieur Kennedy. Mm. Monsieur Kennedy, qui est donc ministre de la Santé aux États-Unis, Robert Kennedy Jr., qui lui en parle des biolabs, qui le reconnaît, mais même celle dont nous parlions tout à l'heure, Victoria Nuland, a été forcée de reconnaître en commission devant le Sénat qu'effectivement, il y avait des biolabs. Elle a été questionnée là-dessus. Alors, ces biolabs servent à travailler sur des virus pour lesquels ils n'ont pas le droit de le faire dans leur pays. Voilà, donc ils le font ailleurs parce qu'ils vont à l'encontre des traités. Voilà. Et dès le lendemain de l'opération spéciale russe, je précise que le terme opération spéciale, c'est le terme qu'utilisaient les USA quand elles arrivaient, quand ils faisaient une opération dans un pays, hein. Donc, Mm. c'est pas M. Poutine qui a inventé le terme opération spéciale. Et donc, dès le lendemain, Zelensky a donné l'ordre de détruire tous les documents. Voilà, mais tout n'a pas été détruit, bien sûr, puisque les Russes ont récupéré plus d'1 200 000 documents. C'est ce fameux général russe qui s'occupait de ça qui a été assassiné par une bombe
à la sortie de, j'ai plus son nom, hein, mais qui a été assassiné par une bombe à la sortie de son immeuble il y a quelques mois. Mais les informations paraîtront. Ce qu'il faut savoir, c'est que les laboratoires donc, ont été fermés pour certains et ils ont été transférés au Kazakhstan parce que le Kazakhstan de l'époque soviétique avait encore des biolabs, avait encore les bâtiments. Donc, ils ont été transférés dans ce pays contre, bien sûr, de l'argent sonnant et trébuchant. Voilà. Les cliniques à bébés aussi ont été transférées, on n'en a pas parlé, les cliniques à bébés ont été transférées également au Kazakhstan. Et donc, ces biolabs, il y en avait une douzaine en Ukraine, mais il y en avait 42 dans le monde. Et il y en a beaucoup qui ont causé des problèmes en Afrique, ou une épidémie d'Ebola, entre autres. Et vous avez certains pays africains qui les ont fait fermer. Qu'en est-il actuellement de ces biolabs pendant cette guerre? Ben, pendant cette guerre, on ne sait pas trop, je vous dis, ils ont été fermés dès le début. Certains transférés, d'autres complètement fermés. En parlant de Kennedy aux États-Unis, vous avez aussi mis un schéma sur les présidents américains où on peut voir que, on sait que voilà, Trump est souvent dépeint comme un, un nazi, enfin quelqu'un de pas forcément recommandable. Et on voit sur votre schéma que pourtant, par rapport aux autres présidents, il n'a pas provoqué de guerre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben oui, c'est tous les présidents américains. Je l'ai fait en début de livre, dans le premier chapitre. Tous les Américains, tous les présidents américains ont fait des guerres. Trump est le seul qui n'a pas fait de guerre. Vous avez Bush, Clinton et Obama qui, à eux seuls, ont 11 millions de morts sur la conscience. Obama, quand même, qui a eu un prix Nobel de la paix, qui a fait 7 guerres en 2 mandats. Il a fait 7 guerres. Trump, oui, n'a pas fait de guerre. Il y en a une qui était en route, mais il n'a pas déclaré de guerre. Il n'a pas déclenché de guerre. Il faut savoir que les États-Unis, en 248 ans d'existence, ont fait 28 ans de guerre. Il n'y a que 20 années pendant lesquelles les États-Unis n'ont pas été en guerre. Les États-Unis ont besoin de guerre pour vivre. Le président Kennedy avait demandé un rapport, c'est dans le livre, avait demandé un rapport pour savoir si on pouvait arrêter toutes les guerres. Et le rapport a dit que non, socialement, économiquement, etc., c'était absolument impossible. Les États-Unis avaient besoin de guerre pour vivre. Et c'est vrai que s'ils arrêtaient toutes les guerres, il y aurait du chômage dans l'armement. N'oubliez pas que tout l'argent que l'on donne à l'Ukraine actuellement, bon, il y en a 50% qui partent ailleurs, mais dans les 50% restants, 60% vont à l'armement américain, et chez Lockheed, enfin chez toutes les boîtes d'armement américaines. Vous parlez, alors il y a un tout autre sujet qui m'a amusée, je dois avouer. Vous parlez de Mireille Mathieu. Je ne pensais pas du tout trouver ce nom dans ce livre. Et vous parlez de la raison pour laquelle elle n'a pas été conviée à la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris qui a fait tant parler dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de ce désamour entre Emmanuel Macron et Mireille Mathieu? Oui, c'est parce que j'ai cité Mireille Mathieu en tête du chapitre sur la politique d'Emmanuel Macron, et effectivement, on ne s'attend pas à trouver Mireille Mathieu dans le livre, hein. Ça peut surprendre. Il faut savoir que Mireille Mathieu, depuis 1966, elle chantait en URSS, elle les a tous connus depuis Brejnev, et surtout, c'est la chanteuse préférée de Poutine. Donc, elle est très populaire en Russie et elle s'est permise de dire que pour régler ce conflit, il faudrait quelqu'un de la trempe d'un Mandela, que malheureusement, c'était pas le cas du président Macron. Voilà. Et j'ai trouvé que pour commencer le chapitre sur la politique de Monsieur Macron, c'était bien de citer cette petite bonne femme qui est quand même l'ambassadrice de la chanson française dans le monde, qui n'a pas tourné sa veste,
Elle a dit oui, qu'elle était amie, il l'a reçue plusieurs fois, il l'a même reçue avec sa mère. Euh, Quand on voit certains hommes politiques français, comment ils ont tourné leur veste, je pense plus particulièrement Monsieur François Fillon, qui était un très très grand ami de Poutine, qui a, qui a été pleuré pour rentrer au conseil d'administration de Gazprom pour toucher de l'argent et qui est resté quand même pendant de nombreuses années, enfin, qui est resté jusqu'en janvier 2022. Voilà, et qui a tout de suite tourné sa veste. Oui, cette petite bonne femme, elle a tenu la route, elle a dit, bah oui, oui, on est amis. Comme on peut être amis quand on voit un chef d'État 6 ou 7 fois. Voilà, mais oui, j'ai trouvé que c'était bien de le dire. Je l'ai trouvée courageuse en tous les cas d'assumer. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus chanter en Russie et qu'elle ne pouvait plus chanter en Ukraine. Elle est très célèbre en Ukraine aussi parce que ce serait politique, mais elle a assumé. Et oui, quand on voit la lâcheté de certains hommes politiques, j'en ai cité un, mais il y en a plein d'autres. Et Il y en d'artistes. a plein d'autres. Il y en a qui ont eu besoin de la Russie financièrement pour avoir un emprunt et qui se sont précipités pour tourner le dos aussi. Donc voilà. Et puis les artistes, oui, bien sûr. Alors, bah, puisqu'on parle d'artistes, on pourrait parler des artistes américains qui se sont fait payer 3, 4, 5 millions de dollars simplement pour aller serrer la main à Zelensky à Kiev. C'est proprement scandaleux, quoi. Voilà. Et ceux qui, on peut parler aussi de la crise sanitaire, où beaucoup d'artistes du monde entier n'ont pas pris la parole, ou alors ont fait la propagande des gouvernements. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Et on peut saluer ceux qui ont osé dire non. En France, je pense à une chanteuse qui s'appelle Zaz, qui a refusé une tournée au Canada parce qu'il fallait qu'elle ait reçu cette injection expérimentale et elle a dit non, je ne ferai pas. Voilà. Il y en a qui ont été courageux. Oui. Mais c'est sûr que quand ils prenaient la parole, bah après, ils étaient complètement out des médias. Hein. Mm. Pour parler de Macron, vous parlez également un petit peu de l'historique de la relation entre Macron et Poutine. Qu'est-ce que vous pensez? Et oui, vous parlez aussi des... J'ai beaucoup aimé un autre chapitre qui s'appelle Les mensonges de Gabi, qui était aussi très intéressant. Est-ce que vous Bah, pouvez disons nous que parler? la romance avec Poutine, elle a très bien commencé. Elle a commencé à Versailles, en grande pompe. Ça s'est très, très bien passé. Ensuite, il a reçu Poutine à Brégançon. Ça se passait très bien. Seulement, il faut quand même se rappeler que les accords de Minsk ont été validés par la France et par l'Allemagne. Même si c'était faux de leur part, bon, aujourd'hui, on sait très bien que Angela Merkel et puis François Hollande ont reconnu que c'était simplement pour gagner du temps. Mais bon, quand Hollande a été remplacé par Macron, Macron aurait dû surveiller. Et la première réunion Normandie, on appelle ça en format Normandie, n'a eu lieu qu'en décembre 2019. Donc, 2 ans et demi après l'élection de Monsieur Macron. Pendant ce temps-là, il ne s'est pas occupé de vérifier si les accords de Minsk étaient réalisés ou pas. Voilà. Donc, et même si le président Poutine a demandé plusieurs fois mettre à jour, etc., qui demandait des réponses, il les avait pas. D'ailleurs, en décembre 21, le président Poutine a publié tous les courriers enfin ou les courriers ou les fax qui avaient été adressés aussi bien à l'Allemagne qu'à la France, pour lesquels il n'avait pas de réponse, il n'avait pas de retour. Donc oui, en décembre 21, après, Macron s'est précipité pour le rencontrer. Donc je crois qu'il l'a rencontré en janvier 22 d'ailleurs. Mais bon, c'était trop tard. Hein. C'était trop tard. Donc oui, ici, bon, faut quand même préciser que les accords de Minsk, euh, les deuxièmes accords, c'est-à-dire ceux de 2015, n'ont jamais été signés ni par Poroshenko, ni par Poutine. Hein. Ils ont été signés par le représentant français et allemand. Ils ont été signés par un ancien président
ukrainien dont le nom m'échappe. Et pourtant, je devrais pas parce il m'avait adressé un courrier après mon premier livre sur Tchernobyl. Mais là, j'ai un trou de mémoire. Et puis c'est tout. Ils n'ont pas été validés par les présidents eux-mêmes. Ça, on n'en parle pas non plus, hein. Vous parlez également de Gabriel Attal avec donc ce chapitre Les mensonges de Gabi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous parlez de des mensonges que Gabriel Attal a dit aux médias concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Bah, tout ce qu'il a dit était des mensonges. Alors, là, on va pas y passer la journée. Dès qu'il ouvrait la bouche, c'était des mensonges. Mais vous avez le jeune Bardella de l'autre côté, c'est pareil, hein, il ne connaît absolument pas l'histoire et il sort les mêmes conneries. Mais bon, ce qui est grave, c'est que pour Attal, à l'époque, il était quand même Premier ministre. Il a quand même à l'Assemblée nationale crié le cri des nazis, de la Houn, de Bandela, de Slava Ukrainia. Et ça, c'est insupportable, je veux dire. C'est le cri nazi des Ukrainiens, que ce soit les dizaines de milliers de juifs ukrainiens qui ont été tués par ces nazis. Je rappelle que la garde rapprochée d'Hitler, c'était des Ukrainiens quand même, hein. Donc le Jonathan, il ne connaît absolument pas l'histoire, il ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Et bon, de toute façon, il ne va pas me dire que ce môme, il avait l'étoffe d'être Premier ministre, hein. Soyons corrects. C'est pas à une certaine époque, on parlait de la promotion canapé pour les femmes. Bah, puisque les femmes ont obtenu l'égalité avec les hommes, peut-être qu'on pourrait parler aujourd'hui de la promotion canapé pour les hommes, surtout depuis 7 ans, quand même. Qu'est-ce que vous pensez de François Bayrou à ce sujet? Je ne veux pas perdre de Votre temps. visage veut tout Je, dire. je- Non, ben, je pense qu'il devrait y avoir de la place à l'EHPAD. Je pense qu'il devrait y avoir de la place à l'EHPAD. Vous voyez, entreprendre un jeune de 30 ans, parce que là, on est en train de nous vendre Bardella quand même pour 2027. On nous refait le même coup qu'en 2017. Il est jeune, il est beau, oui, mais enfin bon, c'est pas pour ça qu'il est compétent. Voilà, déjà une chose. Et puis les vieux de l'EHPAD, je pense qu'il y a des gens dans la soixantaine qui sont très compétents et qui pourraient vraiment redresser la France correctement. Le problème aujourd'hui, c'est la liberté de pouvoir se présenter à l'élection si on n'est pas franc-maçon, si on n'est pas à Davos, si on n'est pas à Bilderberg, si on ne fait pas partie de la trilatérale ou du dîner du siècle. Ouais, je crois que j'ai fait l'inventaire. Bon, bah, faut faire partie de tout ça pour réussir. Est-ce qu'il y a des figures politiques en France qui vous semblent plus compétentes que d'autres? Ou vous pensez que vraiment il faut tout revoir, quoi? Oui, bien sûr qu'il y a des figures politiques qui sont même très compétentes. Je pense à Monsieur François Asselineau. Seulement, il faudrait qu'il arrête de critiquer tout le monde et puis il faudrait qu'il accepte de s'allier avec d'autres parce que tout seul, ce sera Monsieur 1%, hein. Il a un ego démesuré et je ne comprends pas qu'un homme aussi intelligent que lui ne s'associe pas avec d'autres qui ont les mêmes idées, avec un Florian Philippot, puisqu'ils sont tous les deux pour un Frexit, un Nicolas Dupont-Aignan aussi, et quelqu'un d'honnête que je connais bien. Il y en a peut-être un nouveau qui va sortir en janvier prochain, mais je ne peux pas en parler. Mais voilà, et je pense qu'effectivement, on a des personnes compétentes, hein, pour redresser la France.